Et je vous ai pas menti, il y a vraiment beaucoup de choses à voir en ce début d'année. Bonjour à tous, et bah écoutez, j'espère que tout le monde va bien, on se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle multicritique. Je pense que c'est la 4e depuis le début de l'année, donc oui, comme je le disais, il y a beaucoup de choses à voir en ce début d'année. Et ça sera même la vidéo la plus conséquente de ce début de série en cette année 2025. Pourquoi ça? Parce que généralement, on revient sur 5 œuvres dans ces vidéos. Et là, ça sera pas 5, ça sera pas 6, mais ça sera 7 films. Et c'est vraiment pas mal. On a beaucoup de choses à se dire et on va pas perdre de temps. On commence dès maintenant avec Maria. Will not return. I am in control. I will sing when I am ready to sing. Alors, Maria avec Angelina Jolie, ça fait peu de bruit, c'est vrai, c'est le nouveau film de Pablo Larraín qu'on avait déjà vu ces dernières années avec des projets assez similaires. On avait eu Jackie avec Nathalie Portman, on revenait sur la vie de la compagne de Kennedy. On a aussi eu Spencer sur Lady Di avec Kristen Stewart. Donc oui, on est sur un réalisateur qui aime travailler sur ces portraits de femmes historiques en soi, avec une certaine particularité dans ses biopics. On se concentre, toujours on se focalise sur une partie précise de leur vie, et ici on va se concentrer sur la fin de Maria Callas, qui est une grande chanteuse d'opéra, et on va se focaliser ici sur ses derniers jours à Paris. Donc, alors le style Pablo Larraín et ses projets, c'est vrai que ça tourne un petit peu en rond avec cette sorte de trilogie de biopics. Et si vous n'avez pas forcément accroché à Spencer et Jackie, je pense qu'ici ce sera pareil. C'est un projet qui est très mélancolique, qui est très triste. Alors aussi, étonnamment, on est sur un biopic qui veut se concentrer sur la dernière semaine de Maria Callas à Paris, même si c'est vrai qu'avec tous les flashbacks qu'on a, bon, voilà, on essaie de raconter beaucoup plus de choses que les derniers jours que de Maria Callas à Paris. Il y a beaucoup de flashbacks et malheureusement qui racontent, qui sont pas si importants que ça finalement. Et ça n'apportait pas grand chose en réalité. Et du coup, bon, je pense que vous l'avez compris, mais Maria, c'est pas un long métrage qui est si indispensable que ça. En fait, c'est un film que je vous conseille surtout de voir pour la magnifique prestation d'Angelina Jolie que j'adore. Et c'est vrai, elle a pas une filmographie de ouf et ça depuis des années, mais j'aime toujours autant la suivre et j'aimerais la voir plus. Elle a réussi ici à me captiver. C'est vraiment elle qui chante en plus parfois, elle est vraiment sensationnelle. Et donc oui, on suit la solitude de cette femme, la solitude dans laquelle elle s'est retrouvée dans la capitale française. Elle est accompagnée de ses domestiques qui sont plutôt attachants. En soi, cette histoire, elle fait aussi un peu écho à la propre vie d'Angelina Jolie qui est plus forcément sur le devant de la scène aujourd'hui. C'est un chouette casting que je trouve cohérent. Et on a toujours un travail de réalisation, de mise en scène de la part du réalisateur qui est toujours aussi élégant. C'est un réalisateur qui est très esthétique, où chaque plan est pensé comme un tableau, mais avec un rythme toujours aussi posé, qui sera très lent pour beaucoup de personnes. Je peux comprendre que ça ne puisse pas plaire. Donc, Maria, il y a du bon, il y a du moins bon. Personnellement, j'ai pas passé non plus un moment horrible. C'est pas indispensable, comme je le disais. Ça manque certainement un petit peu d'innovation. En tout cas, Angelina Jolie, ça fait toujours autant plaisir de la voir, personnellement. Et on va passer à la suite, on va parler de 5 septembre. The peace of what have been called the Serene Olympics was shattered this morning. The games are still going on. Within a few hundred yards, 9 terrified, living human beings are being held prisoner. Alors, 5 septembre, on est là pour suivre une histoire qu'on a déjà vue notamment dans le Munich de Steven Spielberg, mais via un autre point de vue, puisqu'on va revenir sur les attentats des JO de Munich en 1972. Qu'est-ce qu'il s'est passé? En fait, il y a un commando palestinien qui s'est incrusté dans le village olympique et qui a pris en otage les athlètes israéliens. Oui, 50 ans plus tard, on est toujours sur le même conflit. C'est toujours aussi terrifiant. Et pourquoi nous raconter à nouveau cette histoire? Et parce qu'ici, on va suivre tout ça d'un autre point de vue, puisque l'on va se retrouver dans une sorte de huis clos dans les studios de l'ABC qui vont retransmettre en direct la prise d'otage à la télé. À l'origine, bien entendu, ils sont là pour retransmettre les JO, sauf que bon, du jour au lendemain, forcément l'actu chaude va devenir la prise d'otage. Et c'était un bon film, même si c'est vrai que j'en attendais plus. En fait, je pense que je m'attendais à quelque chose de plus dynamique, de plus énergique, de plus excitant. Ça, c'est peut-être un problème que j'ai eu à cause du trailer. Si je vous remets quelques extraits, voilà, on ressent quand même le truc vachement plus électrique. Local cops doing things they have never done before. Il y avait beaucoup de rythme dans la bande-annonce, on ressentait vraiment ce côté contre-la-montre, et du coup oui, la bande-annonce ne reflète pas forcément l'ambiance du film, ce qui ne veut pas dire que c'est un mauvais point, parce que ici finalement, on va bien plus jouer sur cette tension, sur ce côté vraiment pesant qu'on a autour de ces événements, parce qu'on est là pour suivre des choses dans ce huis clos, enfin des choses du coup en hors-champ, donc on imagine en quelque sorte l'horreur, et ça m'a fait indirectement penser à ce qui était sorti l'année dernière avec la zone d'intérêt, où là aussi le traitement de l'horreur se faisait
exposé en hors-champ. Finalement, ne pas voir l'horreur, est-ce que c'est pas ça qui rend les choses encore plus flippantes? Est-ce que ça ne rend pas ces événements encore plus terrifiants? Parce que oui, ici on est sur un très très gros événement, parce que c'est la première fois qu'on retransmettait une prise d'otage en direct, on commence à utiliser le terme terroriste, etc. C'est un moment fort dans l'histoire et tout le monde joue super bien, on est sur un casting international, et on suit en quelque sorte une suite de défaillances humaines, parce que bon, bah oui, c'est la première fois qu'on faisait ce genre d'exercice, donc des défaillances, bien entendu qu'il y en a eu. C'était bien, c'était une belle immersion dans ce contexte journalistique. Fallait pas, comme moi, s'attendre à quelque chose de plus punchy à cause de la bande-annonce. Mais voilà, ça n'enlève rien au fait que c'était bien. Et c'était plutôt maîtrisé, donc oui, je vous invite à aller le voir en salle. C'était une bonne expérience de cinéma. Et on va passer dès maintenant à quelque chose qui est sorti il y a pas mal de temps, puisque j'ai rattrapé en fanfare, on en parle tout de suite. Mais j'ai découvert que j'avais un frère. Et en fait, ce frère, c'est vous. Putain, qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Alors oui, séance de rattrapage, même grosse séance de rattrapage, parce qu'en fanfare, c'est sorti en novembre dernier, et c'est un film que j'avais beaucoup envie de voir depuis tout ce temps. Je trouvais que la bande-annonce fonctionnait plutôt bien, j'adore Benjamin Laverne. C'est encore au cinéma aujourd'hui parce que c'est un beau succès, ça s'approche des 2,5 millions d'entrées. De toute façon, voilà, en 2024, il y a eu surtout, oui, je crois que c'est ça, surtout 4 gros succès français, un petit truc en plus, Le Comte de Monte Cristo, bien sûr, L'Amour Ouf, et En Fanfare qui, voilà, 2,5 millions d'entrées, c'est pas mal. Surtout que bon, je pense qu'ils pensaient pas que ça allait monter si haut, et ça c'est cool. Et c'est l'un des prétendants au César qui arrive à la fin du mois, donc oui, je voulais rattraper ça. Et ça parle de quoi? Ça parle de Thibaut, qui est un chef d'orchestre de renommée internationale, qui va apprendre qu'il est adopté, qui va partir à la recherche de son frère, Jimmy. Ils ont été séparés à la naissance et Thibaut va se rendre compte que Jimmy a des capacités musicales exceptionnelles et qu'il joue aujourd'hui dans une fanfare. Et c'est un long métrage, comme beaucoup de personnes j'imagine, que j'ai beaucoup aimé. C'est un très beau film, c'est très drôle, avec une thématique sociale bien entendu, puisqu'on a ces deux frères qui sont séparés à la naissance. Il y en a un qui va être adopté, on va dire, entre guillemets, dans une bonne famille aisée, et donc forcément, l'accès à l'art et le fait qu'il devienne un chef d'orchestre renommé, oui, ça a été plus simple, alors que l'autre, il a grandi dans une famille, plus modeste, et oui, il se retrouve dans une fanfare, donc voilà, on n'a pas eu le même cadre de vie pour grandir. Et pourtant, ces deux frères, même s'ils n'ont absolument rien à voir, ils vont être liés par quelque chose, leur amour de la musique. On est sur 2 très beaux choix de casting parce qu'on est sur des acteurs qui sont aussi très différents d'eux-mêmes. Ils vont être assemblés dans ce film à cause d'un souci de santé qui va disparaître d'ailleurs du scénario assez rapidement. Je pensais que ça allait prendre bien plus de place. C'est pour ça même je trouve que le début du film se fait de manière assez brutale, de manière assez rapide. C'est un peu rushé, mais finalement c'est qu'on veut vite passer à la seconde partie du long métrage, la plus importante. Et voilà, on est surtout là pour parler musique, au-delà que de parler de problèmes de santé. Benjamin Laverne est toujours aussi juste comme d'habitude, mais la grosse surprise ici, ce qu'il faut noter, c'est la très très belle prestation de Pierre Lotin, que l'on connaît surtout, il me semble, pour son rôle insupportable dans Les Tuches. Là, il est cool à suivre, il en fait pas trop. C'est un personnage qui va nous interpeller, qui va nous tenir en haleine durant tout le film. Pourquoi ça? Parce qu'il est assez imprévisible en soi. Il peut être à certains moments vraiment agaçant, comme d'autres moments où il est vraiment touchant. Donc, oui, on suit ici une double performance touchante, c'est rempli d'émotions, surtout durant le final, et c'était drôle. On s'est bien marré au cinéma devant le film. J'étais dans une salle qui était, alors oui, plutôt petite, mais voilà, quand même blindée. Ça veut dire que même aujourd'hui, 2 mois et demi après la sortie du film, ça attire toujours autant en salle, donc n'hésitez pas à les rattraper en fanfare si c'est toujours disponible près de chez vous. Et ce qui est drôle d'ailleurs aussi, c'est que j'ai revu Whiplash il y a quelques semaines, et entre Whiplash et la performance de J.K. Simmons et celle de Benjamin Laverne, on est sur 2 chefs d'orchestre, c'est vrai, assez différents. Donc oui, en fanfare, n'hésitez pas à y aller, et on va passer à la suite. On va parler désormais de présence. You wonder where they are. And you wonder what it would be like if you were there too. Présence, le nouveau Steven Soderbergh qu'on n'a pas vu depuis pas mal de temps, et là en ce début d'année 2025 qu'on va retrouver 2 fois, parce que le mois prochain on a aussi The Insider qui va sortir avec Cate Blanchett et Michael Fassbender, toujours de Steven Soderbergh, vous l'avez compris. Et c'est assez étonnant parce qu'il me semble qu'il commençait déjà à évoquer une retraite il y a quelques temps, mais non, on sent qu'il a toujours cette envie d'expérimenter avec le cinéma et les codes du cinéma. On est ici dans un film de fantômes, où l'on suit l'action dans une maison en vue subjective depuis un esprit qui réside dans cette maison. On est donc sur un projet à concept. En soi, sur le papier, pourquoi pas, le film dure en plus 1h20, voilà, c'est une petite expérience de cinéma à vivre. Mais... alors comment dire ? Déjà, c'est pas un film d'horreur, on est plus dans une histoire, on est plus dans un drame familial. Et en vrai, même si ça dure qu'1h20,
on s'ennuie un peu. Voilà, personnellement, moi je me suis ennuyé, c'est pas si intéressant que ça. C'est un film qui finalement va jouir de ce concept, mais aussi qui va le subir parce que ce truc de vue subjective dans l'esprit d'un esprit, voilà, c'est quand même assez contraignant, que ce soit en termes d'histoire, en termes de mise en scène. On est enfermé dans un petit concept durant 1h20. Ce que je veux dire, c'est que ça aurait plutôt dû être, pour moi, une expérience, je sais pas, de moyen métrage, un truc de 30 minutes. Là, 1h20 avec ce concept, et j'ai trouvé le temps de trouver le temps long. C'est sympa, c'est ludique, hein, comme concept encore une fois, mais c'est trop contraignant, donc oui, ça prend pas des masses. Ça n'arrive pas à se renouveler, à nous intéresser durant l'intégralité du long métrage, même si c'est plutôt bien cadré, bien mis en scène. On a beaucoup de plans assez fisheye, vous savez, avec les contours assez arrondis. On disait que l'histoire avait beaucoup de mal à se renouveler, c'est pareil pour la mise en scène. Donc, oui, finalement, il n'y a pas grand-chose à dire. L'écriture ne nous tient pas forcément en haleine durant 1h20. Il y a beaucoup de moments, finalement, on assiste juste à des moments de vie dans cette maison, en gros. Et d'autres séquences où l'on suit des personnages juste toxiques. En fait, limite, on se demande si cette présence, la présence n'était pas la personne, le personnage le moins toxique de cette histoire, le personnage le plus doux, entre guillemets. Et puis voilà, il n'y a pas forcément de grosses avancées dramatiques. Pendant de longs moments, on a une fin qui est ridicule d'un point de vue scénaristique, avec des twists assez bêtes, même si bon, les twists, on te spoil quand même toutes ces choses, ces retournements de situation durant tout le film. Donc, présence, c'est finalement assez décevant et frustrant. On aurait aimé avoir une belle claque à la hauteur du concept sympathique, mais ça sera pas le cas, et du coup, voilà, je vous conseille pas forcément d'aller voir Présence. On passe à la suite, on va parler désormais de Compagnons. There have been two moments in my life when I was happiest. The first was the day I met Josh. I'm Josh. I'm Iris. And the second, the day I killed him. Alors, Compagnons, j'ai l'impression que c'est un long métrage qui est sorti un petit peu de nulle part, la campagne de communication a débuté très très tard. On retrouve ici un duo assez sympathique, Sophie Thatcher que l'on a vu dans Hérétique, Jack Cade de The Boys, qui est très beau gosse, d'ailleurs Jack Cade avec les cheveux un peu plus longs que dans The Boys. Voilà, beau gosse. Et ça parle de quoi ici? Ça parle de Josh et Iris, qui semblent incarner un couple parfait, mais lors d'un week-end entre amis qui vire au drame, un secret bien gardé fait tout basculer. Alors, un secret... Oui et non, j'ai envie de vous dire, parce que la bande-annonce finalement le révèle. En fait, le personnage d'Iris, je peux le dire, on l'a dès le tout début du film. De toute façon, je vais même vous dire, il y a des choses qui sont spoilées dès le tout début du film qu'on n'aurait pas forcément dû nous dire. Je vais y revenir après, mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'Iris est un robot. On se trouve donc dans un futur proche avec cet homme qui sort avec un robot qui fait tout ce qu'on lui demande. On est clairement dans un gros épisode de Black Mirror. Et c'est dommage pour moi de savoir que c'est un robot. Pour moi, la bande-annonce, c'est là aussi. Alors, il y a deux choses. La bande-annonce, pour moi, ne devait pas le révéler pour que ça puisse encore plus nous surprendre en salle. Par contre, le fait de savoir que c'est un robot, c'est ça aussi qui pique notre curiosité et qui nous amène en salle. Donc c'est vrai que là, bon, il fallait faire un choix. Et je pense qu'en termes de marketing, c'était bien de nous annoncer avant d'aller voir le film que c'était un robot. Par contre, et là j'ai un petit souci, dès le tout début du film, c'est presque la première réplique, on sait directement que le personnage de Sophie Thatcher, donc ce robot, Iris, elle nous dit quoi? Elle nous dit qu'elle a vécu en gros deux gros moments dans sa vie, quand elle a rencontré son amoureux, le personnage de Josh, Jack Cade, et quand elle l'a tué. Donc finalement tu sais déjà dès la première minute du film que la finalité c'est Iris qui tue Josh. Et ça pour moi il fallait pas le révéler. Et ça pour moi c'est une belle bêtise de nous l'avoir dit, surtout que ça ne sert à pas grand chose. Et on est sur un long métrage qui reste quand même malgré tout ça plutôt prenant et cool, même si je trouve qu'on aurait pu aller encore plus loin dans le délire. Le final est peut-être un peu décevant, je trouve, et ça aurait pu être, et ça aurait mérité à être bien plus mémorable. On n'est pas forcément sur un gros film d'horreur, c'est plutôt gentillet sur ce point, c'est pas flippant, c'est pas ultra gore, même si parfois c'est assez sanglant. On n'est pas non plus sur une grosse romance bien trash, interdit aux moins de 18 ans, c'est un petit film sympa en soi pour la Saint-Valentin. Il y avait plus de choses à faire finalement autour de ces thèmes et de cette vie de couple avec un robot. Pour moi, soit ça aurait dû être vraiment un gros film d'horreur, et là voilà, on partait à fond dans le trash, soit on était dans un film plus expérimental, je sais pas, on allait vraiment faire un film, on allait étudier la possibilité d'être en couple avec un robot, la possibilité pour un homme, qu'est-ce que ça lui apportait d'être avec quelqu'un qui répondait à tous ses désirs, qui faisait tout ce dont il avait envie. Donc alors oui, bien entendu, on est dans une critique du patriarcat, et c'est un long métrage féministe qui va critiquer ce type d'homme. Et donc oui, ça aurait pu être encore plus fort, plus intéressant, même si ça fonctionne bien en termes d'univers. On va pas tirer sur la corde, et ça aussi c'était plutôt bien parce que ça dure qu'1h30 et ça suffisait. On a une Sophie Thatcher qui est une nouvelle fois excellente, qui continue de se révéler après Hérétique où elle avait fait aussi très bonne impression. Jack Cade
et dans un rôle de mec vraiment tête à claque, qui est crédible parce que t'as vraiment envie de lui foutre une droite à certains moments, donc voilà, Jack Hay de s'en tire aussi plutôt bien, et donc oui, c'était court, c'était efficace, hein, pareil en termes de mise en scène, donc c'était cool, sans être extraordinaire, c'était assez surprenant parfois, donc oui, c'est une petite surprise sympathique en ce début d'année, Compagnon, je vous le conseille, pourquoi pas, et on passe à la suite, on va parler là d'un film, attention, qui va sortir prochainement, on va parler de Queer. A curse. There's no use fighting it. Queer, le nouveau Luca Guadagnino qui revient déjà après son Challengers de l'an passé. C'est un nouveau film que j'ai vu en avant-première et comme je le disais, attention, le film sort le 26 février. C'est du coup une critique avec un petit peu d'avance. Et là aussi, ça parle de quoi? On se retrouve dans le Mexique des années 50 et on y suit Lee, un Américain qui mène une vie désabusée au sein d'une communauté d'expatriés. Lee est attiré par les hommes et l'arrivée du jeune Allerton va bouleverser son existence. C'est l'adaptation d'un roman qui parle toujours de désir, amoureux, sexuel. On est toujours dans un cinéma très sensuel, le cinéma de Luca Guadagnino. On suit cette fois-ci une romance homosexuelle entre ces deux hommes, et surtout en fait, la puissance du désir de nouvelles aventures du personnage de Daniel Craig, dans un rôle qu'il n'aurait pas pu tenir s'il était encore en contrat pour interpréter James Bond, disons-le, parce que oui, tu peux pas être un 007 d'un côté, et de l'autre côté, sucer des chibres. En termes d'image, on sait que c'est pas accepté, quand tu signes pour être James Bond, tu dois presque continuer de l'incarner en dehors des plateaux de cinéma. On retrouve donc ici un Daniel Craig qui a brisé ses chaînes, qui se lâche, et on est face à un long métrage que j'ai personnellement plutôt aimé, une histoire chapitrée en 3 actes, avec une troisième partie bien what the fuck, qui va faire parler, c'est sûr, même si pour moi c'était trop what the fuck, et oui, j'ai pas surkiffé cette troisième partie, paradoxalement, je pense que c'est quelque chose qui donne aussi une identité à l'œuvre et qui rend finalement le film marquant. Donc oui, même si ça m'a perturbé, même si c'est pas mon délire, je pense que ça sert l'œuvre. Et j'ai adoré suivre ce personnage de William Lee qui nous raconte, qui raconte pas mal de choses. Au-delà même d'être une histoire de désir, c'est aussi un film qui va parler de la tristesse, de la solitude masculine. On suit un homme qui passe ses journées à aller picoler au bar, qui sort toujours très bien apprêté, de manière élégante, parce que l'objectif, c'est de ramener chaque soir un nouvel homme dans son pieu. En soi, il y a quelque chose qui est cool dans tout ça, parce qu'il est libre, mais c'est aussi très triste à voir parce qu'on suit quelqu'un qui est perdu finalement dans sa solitude. On va ressentir tout ça dans la mise en scène avec cette ambiance qui est très sensorielle. La musique est plutôt cool, de même assez marquante. J'ai vu le long métrage il y a déjà quelques semaines, donc forcément là quand je vais au cinéma, il y a la bande-annonce de Queer qui passe, et je suis souvent sur mon téléphone. Quand la bande-annonce débute, à la musique, voilà, je sais qu'on passe la bande-annonce de Queer. Donc oui, personnellement, vous l'avez compris, j'ai bien aimé ce nouveau long métrage de Luca Guadagnino. Maintenant, j'attends d'avoir vos retours sur le long métrage et surtout sur le troisième acte, qui dénote vraiment avec tout ce qu'on voit avant. Je veux vos retours. Et c'était assez mystique, très chelou, mais ça renforce l'identité du truc. C'est un film qui a du mal à sortir de mon esprit depuis que je l'ai vu. Donc oui, si vous aimez le cinéma du réalisateur, je pense que ça pourrait encore vous plaire. Et on va passer désormais au dernier film de la sélection, mon coup de cœur de cette sélection. On va parler de La Pampa. Ose ramener ta gueule ici. Papa, tu me fais honte, je passe pour qui, moi? La Pampa, le premier film d'Antoine Chevrolier, et alors ça je m'attendais pas, mais c'était super fort, c'est mon coup de cœur de la sélection de cette vidéo. C'était pas forcément un film que j'avais prévu de voir, mais bon, au vu des nombreux bons retours, je me suis dit why not, et qu'est-ce que j'ai bien fait. On suit ici Willy et Jojo, deux ados inséparables. Ils participent à des compétitions de motocross et se trouvent dans un petit village au cœur de la France, mais Jojo cache un secret, son homosexualité, et quand tout le village le découvre, les rêves et les familles des deux amis vont voler en éclats. Donc, oui, ici, on vient de parler de queer, c'est marrant, mais on parle encore une fois de romance homosexuelle et d'à quel point l'homosexualité va tout faire exploser, parce que oui, on est face à des personnages, on est en plein cœur de la France, on est face à des personnages homophobes, et encore une fois, l'homophobie, c'est mal, voilà, il faut quand même le rappeler. C'est une histoire qu'on a l'impression, sur le papier, d'avoir déjà vue, et finalement, pas tant que ça. On a même cette impression, devant La Pampa, d'arriver à voir quelque chose de nouveau. C'est un film, une histoire qui m'a agrippé à mon siège du coup. On a un scénario qui en toile de fond tourne autour du sport, des compétitions de motocross, en famille,
et on est dans ce village au cœur de la France, on est dans une peinture finalement d'une autre France, et bien sûr tout cet arc sur l'homosexualité de certains membres, ça va venir pimenter le tout. Alors au contraire de l'affiche, je pensais que les deux membres qu'on voyait sur l'affiche, oui, la romance homosexuelle elle est tournée autour d'eux, c'est pas le cas, on est face à un script qui arrive à être surprenant, on a un élément fort, très très fort qui arrive au bout d'une heure 15 de long métrage, quelque chose qui arrive de manière si rapide que t'as même pas le temps de te préparer et t'es vraiment choqué. Limite, pour moi, le film aurait pu se terminer là-dessus. Ça aurait pu être encore plus impactant, mais non, on repart pour 15-20 minutes d'histoire derrière, où j'avoue que ça m'a un petit peu moins pris. Je trouvais ça dommage que l'histoire continue derrière cet événement choc. Et on a un casting qui est super, qui est impressionnant, à commencer par Artus, qui dénote très bien avec ce qu'il fait généralement. Les deux jeunes, ils sont géniaux, surtout Saïd El Alami, qui est l'acteur que l'on voit le plus dans cette histoire. Damien Bonnard de même, qui est incroyablement détestable ici, mais oh là là, mais t'as envie de lui foutre une droite, lui aussi. Donc oui, La Pampa, je vous pousse à aller voir ce film au cinéma, c'est une très très belle proposition à vivre en salle. C'est une histoire qui ne va pas vous laisser indifférent, qui va même vous surprendre à de nombreux moments, avec de super comédiens. Donc oui, n'hésitez pas à aller voir La Pampa, c'est mon coup de cœur de la sélection. Tu fermes ta gueule, t'as rien vu, ok? Ça en est tout du coup pour cette nouvelle multicritique. Je vous invite comme d'habitude à la liker, à la partager, à me suivre sur tous les réseaux, à vous abonner, à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver un petit peu plus tard cette semaine pour parler de Mercato avec Jamel Debbouze. C'est vrai que j'ai pas forcément de grosses attentes, mais bon, ça parle de foot, donc le sujet m'intéresse. On verra ce que ça donne. Je vous souhaite à tous un très bon début de semaine et on se retrouve très très vite pour Mercato. Je vous dis à très vite.